6 ans de prison ferme pour le conducteur qui avait renversé Mathilde Molina. 8 mois ferme pour son passager. Ces deux jeunes de 18 ans avaient pris la fuite l'année dernière après avoir percuté Mathilde. Elle était décédée 3 mois plus tard. Le 15e gouvernement est toujours sans président. Philippe Germain n'obtient pas de majorité. 5 voix pour, 5 votes blancs et une absente. Analyse de Falaï Wedjo dans ce journal. Suite de notre feuilleton, il est consacré au chapiteau. Après son installation hier, nous assisterons ce soir au spectacle Le Tour du Pacifique en 80 parts. Le verdict vient de tomber. 6 ans de prison ferme pour le conducteur qui avait fauché Mathilde Molina le 19 août 2016. Une peine assortie d'annulation de son permis de conduire qu'il ne pourra repasser avant 5 ans. Son passager qui n'avait pas porté assistance à Mathilde écope quant à lui de 8 mois de prison ferme. C'est dans une salle comble que le procès s'est déroulé tout au long de la journée. Ce soir, les deux jeunes de 18 ans dormiront tous les deux en prison. On écoute le père de Mathilde. Une réaction à chaud, on me demandait si on était satisfait de la peine qui avait été donnée. Je dis non, on n'est pas satisfait de cette peine parce que la seule satisfaction qu'on aurait pu avoir, c'était de retrouver Mathilde, qu'on nous rende Mathilde. Et bon, ça on sait bien que malheureusement, ça ne sera pas réalisable. Donc comme je disais, il nous restera tout le temps pour en parler, pour en pleurer. Mais bon, c'est normal qu'on lui rende sa dignité. Et pour lui rendre sa dignité, il n'y avait qu'une seule solution, c'était de punir ces vilains gens sérieusement, comme il fallait. Je pense qu'effectivement ces 6 ans sont tout à fait justifiés pour le conducteur. Les 8 mois pour le passager, ça me paraît aussi relativement correct parce qu'il est moins impliqué. Et puis bon, je pense qu'il s'est trouvé dans un moment où il a été un peu débordé. Je pense que c'est un jeune homme qui doit pouvoir s'en sortir. Mais le chauffeur, je pense que c'était vraiment une vilaine personne et c'est tant mieux qu'il ait été condamné relativement lourdement. Voilà des propos recueillis par Falaï Wedjo. Politique, toujours pas de président au gouvernement. En 15 minutes, l'affaire était pliée en fin de matinée. Chacun campe sur ses positions. C'est quasiment le même schéma qu'il y a 10 jours. Philippe Germain ne parvient pas à réunir une majorité. Le récit sur place de Falaï Wedjo. Eh bien, Élise, on dit que la nuit porte conseil. Eh bien, 13 nuits d'affilée n'auront eu aucun effet sur nos élus politiques au gouvernement et notamment du côté des non-indépendantistes. Car si aujourd'hui le gouvernement n'a toujours pas de président, c'est bien à cause de querelles politiques dans la famille loyaliste. 13 jours exactement après l'élection du nouveau gouvernement, Thierry Lataste, haut commissaire de la Nouvelle-Calédonie, a convoqué une nouvelle fois les 11 membres du nouveau gouvernement pour élire son président. Comme la fois précédente, Philippe Germain de l'Intergroupe est le seul candidat. Comme la fois précédente, il reçoit les voix des membres de les 5 membres de l'Intergroupe. Les 4 indépendantistes ont voté blanc, 4 indépendantistes sur 5, car Mme Dewegorodé était absente ce matin. Et comme la fois précédente, Christopher Gigès des Républicains calédoniens a aussi voté blanc. Résultat, aucune majorité et donc Philippe Germain n'a pas pu être élu. En 2015, la paralysie avait duré 4 mois environ, toujours sur fond de querelle entre loyalistes. Et finalement, c'est la voix d'un indépendantiste qui débloquera la situation. Aujourd'hui, les indépendantistes laissent entendre ne pas vouloir jouer encore une fois les arbitres. Alors, cette fois, la balle est encore dans le camp des loyalistes. Et pour l'instant, eh bien, l'exécutif actuel continue d'expédier les affaires courantes. Merci Falaï, comme l'a déclaré juste précédemment notre journaliste. On écoute Christopher Gigès, membre des Républicains, qui a voté blanc ce matin. J'ai profité de la présence du haut-commissaire pour rappeler la position de notre groupe. Nous ne souhaitons aucun poste, nous ne souhaitons aucun avantage, nous ne souhaitons aucun secteur. Ce que nous voulons, c'est discuter des orientations de ce gouvernement, de la feuille de route du gouvernement pour améliorer le quotidien des Calédoniens. C'est de cela que notre groupe souhaite discuter avec les membres de la plateforme et au-delà avec les autres membres du gouvernement. Il n'y a eu aucun contact jusqu'à présent. J'ai distribué un courrier que nous avons fait aux membres de la plateforme pour solliciter une nouvelle rencontre pour discuter des orientations économiques, sociales et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie. J'espère que le bon sens reviendra et que nous puissions discuter des orientations de ce gouvernement.
La présidence du Sénat coutumier a elle aussi connu des turbulences ces dernières semaines. Et aujourd'hui, le nouveau président Pascal Sihazé souhaitait réunir les sénateurs autour de lui. Mais les rangs ont été clairsemés. On l'écoute. Vous aviez constaté tout à l'heure qu'ils n'étaient pas là. Mais ça, c'est pas grave, c'est par rapport à des problèmes d'insularité d'avion. Mais si la semaine prochaine, vous revenez par là et qu'on va lancer véritablement le travail à dépasser tous les écueils, eh bien, je pense qu'au final, ils seront là. Et puis, vous allez voir le résultat du travail qu'on va faire. Voilà des propos recueillis par Duke Menango. Faire des expériences scientifiques à bord d'un navire, prélever des espèces dans les fonds marins et faire un périple en mer pendant 2 mois. Être chercheur, ça peut faire rêver. C'est ce que vivent les scientifiques embarqués sur le bateau l'Alice. Aujourd'hui, ils ont partagé leur aventure avec des collégiens. Anissa Toussi était à bord. Voici son reportage sans commentaire. On descend très profond, on descend au moins à 100 mètres jusqu'à 1000 mètres. 1000 mètres, ça fait 1 km. Oui. Mais moi, j'habite à Bagomé. Il y a des gros bateaux avec ce genre de... Ouais, qui font de la pêche. Ouais. Voilà, et eux, ils ont des chaluts, mais eux, ils vont pas chercher ce qui est tout au fond. Eux, ils vont chercher les poissons, pour manger. Nous, on veut savoir les animaux qui habitent au fond de la mer et qui sont sur les fonds et très profonds. Le problème, c'est qu'au fond de la mer, il n'y a pas de lumière. Il fait noir, il fait froid. Et il n'y a pas, du coup, il n'y a pas d'algues, parce qu'il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de végétaux. Donc au fond de la mer, il n'y a pas de végétaux. Il n'y a jamais de végétaux au fond de la mer. Donc comment ils font pour manger au fond de la mer s'il n'y a pas de végétaux? Ils remontent à la surface. Ils remontent à la surface. Ils remontent à la surface. Alors tu crois que lui, il remonte à la surface? Non, il prend les particules. Voilà, les particules qui sont dans l'eau. Ah voilà, les particules, très bien. Donc ça, si c'est pas un végétal, c'est quoi? C'est un animal. Voilà, c'est un animal. Et cet animal, il est fixé au fond de la mer. Et qu'est-ce qu'il fait au fond de la mer? Il récupère les particules, il filtre. On appelle ça un organisme filtreur. Donc il filtre tout ce qui arrive. Donc il est là et il est planté dans un truc dur, où il est bien tenu et il est plutôt là où il y a du courant pour que les particules arrivent et qu'il lui donne à manger. On est spécialisé dans l'exploration du milieu marin tropical et dans nos missions liées à notre statut, on essaye de partager avec les communautés locales des pays où on va chercher des organismes pour les étudier, ce qu'on apprend. Donc les connaissances, on les acquiert pas pour nous, mais pour tout le monde. Et donc ça fait partie de nos missions de transmettre ces connaissances. Donc c'est pour ça qu'on pense que c'est important d'organiser des animations pédagogiques pour sensibiliser les enfants à cette connaissance et puis peut-être susciter des vocations parmi ces élèves. C'est entraînant de vouloir faire ce métier parce que tu protèges ton habitat, tu le vois de plus près, tu as plein de choses que tu pourrais faire et ouais, ce serait très chouette de faire ce métier. C'est joli, on voit que notre faune et notre flore, elle est belle. Ça, c'est le poisson scorpion. C'est piquant, ouais. J'ai appris qu'il y a des poissons, quand ils se mettent en colère, il y a des différentes défenses quand ils se défendent. Il y a aussi des bernards l'ermite qui vivent en profondeur, pas comme certains qu'on trouve à la plage. J'aimerais bien étudier les particules qu'ils récoltent. Et puis pouvoir trouver de quoi ils se nourrissent, dans quel état ils peuvent vivre. C'est des langoustes.
Bah oui, moi aussi, hein, j'aurais voulu être chercheuse, mais bon, c'est tout comme je suis chercheuse de l'information. Retour sur la terre ferme. Notre feuilleton cette semaine, il est consacré au chapiteau installé à Touo il y a une semaine. Nous découvrirons les coulisses de cette grande salle ambulante. Ce soir, nous allons voir ensemble un extrait du spectacle Le Tour du Pacifique en 80 pas, une pièce qui a séduit les enfants. Asseyez-vous, le spectacle commence. La scène n'est vraiment pas droite. Hein? Non, ouais, tu m'étonnes, faut que je teste l'équilibre moi parce que... C'est nos accessoires, c'est la petite mise en place cachée derrière, que ce ne soit pas vu pour les surprises pour les spectateurs. Quand même. Ce spectacle, je l'ai fait avec Gauthier Rigolo, qui est un danseur et comédien avec qui je travaille depuis le début dans la compagnie. On est vraiment un binôme sur ce spectacle, donc chacun sait ce qu'il a à faire. On a chacun nos tâches. Cette création n'était pas prévue, puis il y a un été, on s'est dit allez, on s'amuse, on teste des choses, et puis ça s'est transformé en spectacle, et puis voilà. Depuis, on continue à le tourner. Et on est un peu allé partout sur la Calédonie, et on a touché pas mal les écoles, les crèches aussi, et puis les différents lieux de diffusion du territoire. Même si on l'a dansé plus de 80 fois, c'est toujours un petit... C'est toujours un nouveau public. Ouais, un nouveau stress, des nouveaux enfants. Un nouveau plateau, un nouveau lieu. Il faut savoir s'adapter du coup. Un petit peu, Oh ouais. oui. Tout là, bah, moi, c'est un peu des conditions un peu caillafou des fois. Donc là, on a un plateau qui est un peu en pente. Donc il va falloir s'adapter sur tout ce qui est équilibre. Ouais, on va dire que la stabilité va être rude. Et il ne faudra pas que ça se voit. Parce qu'après, au niveau de l'espace scénique, c'est notre salle de bain. Donc ça fait bizarre que notre salle de bain soit dans l'histoire d'un château. Ça fait deux dangers. Ouais, je sais pas. Ça brouille les pistes, je trouve. On imagine des possibilités pour des modifications du spectacle. Mettre des petits trucs en plus, des petites animations, parce qu'il y a des voix off en fait avant et après la danse. Donc on essaye de les habiller avec des marionnettes, des trucs comme ça, mais du coup on réfléchit toujours pour améliorer quoi. On peut toujours améliorer un spectacle comme ça? Toujours, toujours, C'est de toujours. l'art vivant, donc Ouais. ça continue à vivre et à évoluer. Voilà, reportage signé Mathieu Le Barbier. Et je vous réserve le meilleur pour la fin. Ça s'est passé à Wailou mercredi dernier. La vidéo a été vue plus de 30 000 fois sur Facebook. Le jeune Léo, 10 ans, a pêché une énorme loche. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ces images. Voilà qui arrive. C'est quoi ce bordel? Pièce de loche.
Mais si, dis donc. Ah, voilà la montre. Ça va direct. Capitaine Crochet. Ça oui, c'est moi. Voilà, on imagine bien la joie de ce petit Boutchou. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce journal. Bonne soirée sur Calédonia.